Comment Uber a-t-il joué pour s'implanter à Bruxelles? La multinationale a-t-elle exercé un lobbying illégal? La presse a révélé des organisations, de fausses manifestations, des appels à détectives privés et même des soupçons de fraude fiscale. Au Parlement bruxellois, une commission spéciale va auditionner et rédiger des recommandations. Que doit-on en attendre? Est-ce une étape importante dans un conflit qui date entre Uber et les taxis dits traditionnels? Qu'est-ce que l'uberisation sur le marché du travail? On préface cette commission spéciale. Bienvenue sur le plateau de Versus. Trois invités en plateau qui s'intéressent à ces questions. Jamali Casbon, bonjour. Vous êtes député bruxellois pour le Parti Socialiste. En face de vous, un de vos collègues, mais d'un autre parti, David Weissman. Vous êtes, membre du MR. Et Julien Charles, vous êtes sociologue. Vous travaillez pour une association d'éducation permanente, le CESEP. Et vous êtes aussi chargé d'un cours à l'UC Louvain. Vous intervenez quand vous le voulez. Jamali Casbon, la parole d'abord à vous, parce que vous avez voulu cette commission spéciale. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que les parlementaires découvrent qui n'aurait pas été dit dans la presse? Je pense que oui, effectivement, on a été à l'initiative de la demande de cette commission spéciale et je pense qu'il était important de faire la clarté sur toutes les pratiques qui ont été révélées dans le cadre des Uber Files, les pratiques de la multinationale dans le cadre des décisions qui ont été prises et du lobbying qui a été pratiqué. Alors vous l'avez dit en présentation, il y a une différence entre pratiquer un lobbying, qui n'est pas illégal, et pratiquer un lobbying avec des comportements qui peuvent être considérés comme étant frauduleux ou illégaux. Donc c'est là-dessus qu'il faudra faire toute la clarté dans un premier temps. Et puis, à la suite de ça, il va falloir établir probablement, et c'est ce que je souhaite, des recommandations pour éviter qu'à l'avenir, une telle situation puisse se reproduire. Mais s'il y a fraude, c'est du ressort de la justice. Donc le Parlement, il peut poser des questions sur quoi? Quelles sont les questions que vous voulez poser et à qui? Moi, je pense que la justice doit faire son travail, et d'ailleurs, elle a déjà fait en partie, puisque Uber a déjà été condamné précédemment à plusieurs reprises avec des comptes rendus de justice qui parlent de montage frauduleux, donc de contournement des règles et des lois. Mais je pense que nous, dans le cadre de notre contrôle parlementaire, on est en droit d'entendre le lanceur d'alerte, Marc McGann, l'ancien lobbyiste en chef d'Uber ici en Belgique. Et puis, on est en droit aussi d'entendre l'administration régionale qui chapeaute en fait le département mobilité, le département de transport et de personnes, puisque dans les révélations, vous avez cité des manifestants qu'on a payés, des détectives privés qu'on a engagés, mais il y a aussi des infiltrations apparemment de services publics pour essayer de se soustraire à des contrôles. Donc, je pense que notre rôle, c'est de faire la clarté sur ces éléments-là. La première séance, ce sera ce jeudi, puis il y en aura d'autres la semaine prochaine. David Weissman, vous, pour le maire, vous allez y siéger. Vous allez demander quoi? Vous étiez demandeur de cette commission et maintenant qu'elle est lancée, vous en espérez quoi, vous, personnellement? Alors, on n'était pas demandeur de la commission, en tout cas la commission d'enquête qui avait été déposée à la demande du Parti Socialiste, parce qu'il y a une séparation des pouvoirs, c'est quand même assez important, hein, vous l'avez dit. S'il y a des faits, effectivement, qui sont de nature frauduleuse, c'est à la justice directement de s'en saisir. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de tensions, vous l'avez dit également, sur ce marché. On attendait cette réforme depuis 7 ou 8 ans, elle est enfin arrivée. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses sur cette réforme, mais elle est là. Et donc, ce qu'on doit faire maintenant, dans le cadre de cette commission spéciale, c'est ce qui est repris d'ailleurs très clairement dans les textes, c'est de comprendre effectivement s'il y a eu de l'influence. De l'influence auprès de qui? Principalement auprès des acteurs responsables, donc les membres du gouvernement. On a cité la proximité éventuelle de Pascal Smith avec les plateformes. On va évidemment demander à Rudy Vervoort de vouloir bien être auditionné dans le cadre non seulement de sa ministre-présidence sous la précédente législature, mais aussi aujourd'hui parce qu'il est en charge de ces matières-là. Donc on doit comprendre effectivement des influences, mais ça se limite principalement effectivement à ça. Donc les personnes qu'on souhaite auditionner, ce sont les deux ministres évidemment. Ce sont éventuellement également ces cabinets. On doit aussi rencontrer des représentants des taxis comme des représentants des LVC, puisqu'on a décidé ensemble de faire la clarté sur toutes les pratiques d'influence depuis le début de cette réforme, donc depuis plusieurs années.
Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer de poser toute une série de questions. Et puis, alors ensuite, c'est une commission spéciale. Hein. Donc, le but, c'est faire des recommandations pour voir dans quelle mesure est-ce qu'un membre du gouvernement ne peut peut-être pas avoir contact avec peut-être certains lobbies lorsqu'il est en train de rédiger ou de faire passer une loi dans des intercabinets. Alors, le mot lobbying, il est lancé, il est utilisé. Peut-être juste un mot du sociologue pour expliquer, parce que le lobbying, c'est fréquent, ça se connaît, mais pour les gens qui nous regardent, la frontière, elle est claire, elle est évidente entre le lobbying, c'est-à-dire l'entreprise, le secteur qui vient se défendre chez les politiques, et puis le moment où on va au-delà, quoi. Les politiques sont supposés connaître la différence entre l'un et l'autre. Oui, mais alors, il y a une question juridique là qui m'appartient absolument pas de trancher, savoir s'il s'agit d'une fraude ou pas. Par contre, le fait de vouloir influencer le politique, y compris en démocratie, la démocratie, c'est pas seulement le moment des élections, il y a tout aussi, une vitalité démocratique qui tient à d'autres moments, et le fait qu'une association, ou qu'une entreprise, ou qu'un syndicat, ou que des académies veulent faire entendre leur voix dans le débat public, aillent interpeller un ministre, c'est pas un problème en soi. Le fait de vouloir avoir une influence sur une décision n'est pas un problème en soi, politiquement, au contraire, ça contribue à la vitalité de la démocratie. Par contre, la question, c'est de savoir comment on le fait. Est-ce qu'on le fait totalement dans l'ombre ou est-ce qu'on accepte de faire la lumière là-dessus? Et ça, c'est clair que par rapport à Uber, il y a un enjeu quand même, il y a une espèce de marque de fabrique de l'entreprise de vouloir contourner le droit et d'entretenir une forme d'opacité. Ça, c'est quelque chose qui ressort pas que à Bruxelles, vous le diriez. Ils sont présents dans d'autres villes, oui, même à l'international. Effectivement, il y a eu des procès. En France, on a vu aussi qu'il y avait le Files qui avait révélé des choses par rapport à ça. Et puis, de façon plus générale, c'est pas seulement sur la façon de peser sur la façon dont on va construire des lois, mais aussi la façon dont on joue avec les lois telles qu'elles existent aujourd'hui. Est-ce qu'on joue dans les interstices du droit? Est-ce qu'on va carrément à certains moments à l'encontre du droit? Est-ce qu'on discute en fait des règles ou est-ce qu'on les cache à tout le monde? Et ça, c'est un vrai enjeu politique dont on doit discuter. Oui, David Weitzman. Non, je comprends tout à fait, mais une des difficultés, une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je suis tout de suite monté au créneau pour défendre ces indépendants, ces chauffeurs LVC, c'est qu'il faut bien se souvenir aussi de la tension du début. Le marché était complètement fermé et donc ces plateformes, on en cite une, mais il y en a beaucoup d'autres, n'avaient parfois pas d'autres opportunités que de se faire entendre, que de parfois pousser effectivement la porte pour amener quelque chose quelque chose de nouveau. Hein. Regardez ce qui a été apporté sur le marché ces 10 dernières années en termes pour le consommateur, les prix ont diminué, on a augmenté la qualité. Souvenez-vous ce que c'était le secteur du taxi il y a 15 ans, avec de la création d'emplois qui était particulièrement attractif aussi. Hein. Il y a beaucoup de taximens qui ont souhaité délaisser le secteur des taxis pour rejoindre les chauffeurs LVC. Et donc c'est dans ce cadre-là, et dans le fait aussi qu'il y avait quand même beaucoup de résistance, beaucoup de conservatisme et beaucoup de protectionnisme dans le chef du gouvernement, on a eu toutes ces tensions et qu'on a effectivement de lobby, de l'influence, des pratiques qu'on va pouvoir estimer, tant dans le chef des plateformes également, que dans le chef des taxis. Et c'est d'ailleurs sur ce point-là qu'on va examiner, dans le cadre de la commission spéciale, on examine tant les influences des taxis que les influences des plateformes. Vous avez, Jean-Marie Casban, vous êtes monté au créneau pour défendre les taxis. Uber ne vous a jamais approché. Les taxis, vous avez eu des contacts très proches avec eux. Vous connaissez les organisations représentatives du secteur. C'est du lobbying aussi? Alors, je voudrais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit. Rencontrer des gens, des associations, des groupements de personnes, je pense qu'on le fait tous. Et c'est tout à fait normal. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais rencontré les gens d'Uber. Pourquoi? Parce qu'en fait, Uber, à la grande différence des autres lobbyistes, puisqu'on les appelle comme ça, eux, dès le départ, ils sont venus en voulant imposer un état de fait, un état de droit. C'est-à-dire quoi? Enfreindre les lois, contourner les règles. Quand Uber Pop est arrivé ici, 2014-2015, c'était Uber Pop. Et directement, le tribunal du commerce a dit que c'était illégal et qu'il fallait cesser les activités. Et puis, ils ont inventé le Uber X. Là, ils ont été chercher des licences limousines qui, normalement, devaient être utilisées uniquement pour faire du transport de limousines, pour faire du taxi illégalement. Alors, moi, je veux bien. Quand moi, j'entends, oui, le marché fermé ou pas fermé, certains voulaient rentrer dans le marché. Je n'ai pas de problème avec la concurrence, quand elle est légale et quand elle respecte les règles. Ici, vous avez un opérateur qui, volontairement, n'a pas respecté les règles. Je le dis depuis, d'ailleurs, 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé? La justice, la cour d'appel, par 2 fois, a dit qu'Uber violait la loi, enfreignait les règles de cette région, contournait, mettait en place des montages frauduleux pour ne pas respecter la loi. Et c'est là qu'il est le problème. C'est qu'on ne peut pas accepter un opérateur, même si vous estimez, vous et d'autres, que c'est la 8e merveille du monde. Un opérateur qui ne respecte pas les lois et les règles, c'est inacceptable. Et par ailleurs, un opérateur qui, en plus,
piétine le droit du travail. Parce qu'on peut faire un débat sur les travailleurs, sur les conditions de travail. On a fait le débat sur la pertinence d'Uber ou non. Là, on est vraiment sur la commission Uber Files. Ou indépendant ou salarié. Dans le cas de ces plateformes, on impose un travail de faux indépendants avec des gens qui n'ont aucune couverture sociale. C'est bien simple. Dans ce système, on ne licencie plus les gens, ils n'ont plus de protection, on les déconnecte. Qui a donné à Uber une voix au gouvernement? Parce qu'ils ont été très impliqués dans la rédaction notamment d'un communiqué de presse, on en a parlé, etc. Je pense que cette commission devra en partie, en tout cas... Il y a un personnage central, c'est Pascal Smet. Je pense qu'il n'a jamais caché son grand amour de ce modèle, qui n'est pas mon modèle. Moi, je le dis clairement, je l'ai toujours dit clairement. Ce n'est pas mon modèle, parce que c'est un modèle qui vient contourner, enfreindre et imposer une concurrence illégale et déloyale à un secteur qui est en souffrance, un secteur économique bruxellois. Et moi, je trouve comme député, c'est tout à fait normal de soutenir un secteur économique où vous avez des salariés, des petits indépendants et des petites PME. Pour le reste, si on parle des conditions de travail des travailleurs, aujourd'hui, M. Westman, c'est l'inverse qui se passe. David Westman, vous avez des travailleurs... C'est le personnage central de l'arrivée d'Uber à Bruxelles, ou ça se serait fait de toute façon, vous le pensez? Vous qui étiez dans l'opposition, vous avez vécu ça comment? Nous, effectivement, on est dans la position depuis le début. Donc, on voit qu'il y a des doutes sur certaines personnalités au sein du gouvernement bruxellois actuel ou précédent. Enfin, c'est aussi au ministre-président, à un moment donné, de prendre ses responsabilités. S'il estime qu'il n'a plus de confiance dans le chef d'un ministre, Pascal Smet en l'occurrence, c'est lui qui doit pouvoir intervenir. Ici, je reconnais que M. Ekasban, depuis le début, a cette interprétation. On a discuté plusieurs... estimant que Uber était illégal. Et il le dit depuis le début. C'est la justice qui le dit. Et par ailleurs, depuis le début, on lui répond, mais c'est la raison pour laquelle il faut pouvoir encadrer le marché. Ouais. C'était l'expression de Pascal Smet à l'époque. Et la dernière, parce que je parle sur sa responsabilité changer les lois. Absolument. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. La dernière ordonnance, qui ressemble d'ailleurs très fort à celle que Pascal Smet avait rédigée il y a quelques années, permet justement cette légalité. C'est ce que nous souhaitons. Et aujourd'hui, on a un secteur qui, certainement, n'est pas aussi dynamique que je le souhaiterais, en particulier à cause de cette ordonnance, mais un secteur où chaque acteur est reconnu, chaque acteur a sa place et chaque acteur peut faire de la concurrence saine, normale, comme d'ailleurs nous le demandions depuis des années. Mais c'est parce qu'il y a eu cette absence de cadre pendant des années. C'est parce qu'il y a eu aussi une proximité parfois, vous l'avez reconnu, entre le Parti socialiste et des fédérations de taxis qui ont bloqué la réforme sous le gouvernement précédent. C'est parce qu'aujourd'hui aussi, on a décidé, pour une raison obscure, et je poserai la question, de découpler les compétences de la ministre de la Mobilité, qui a toute la mobilité, sauf les taxis, qui, comme par hasard, a été donné à Rudy Verwoerd, qui a aussi bloqué la réforme, qu'on s'est trouvé pendant plusieurs années, il faut le reconnaître, avec des pratiques et des tensions difficiles dans le chef de toutes les plateformes et dans le chef des taxis. Et je peux aussi en témoigner très clairement. Vous ne voulez pas répondre à ma question sur Pascal Smet, alors je la pose sur Rudy Verwoerd. Quelle est la différence entre la proximité qu'on prête à Pascal Smet avec Uber et celle qu'on prête à Rudy Verwoerd avec le secteur des taxis? Quelle est la différence fondamentale? Elle est où? Pourquoi l'un aurait mal fait et l'autre bien? Moi, il faudra me démontrer la proximité de Rudy Verwoerd avec le secteur du taxi. Pour moi, Rudy Verwoerd n'a la compétence du taxi que depuis 2019 et je crois savoir... Il n'a pas bloqué la réforme, le plan taxi à l'époque. Et je crois savoir que Uber est arrivé en 2014, en 2015. Et de ce que j'entends, de ce que dit David Westman, et un élément qui me choque quand même, c'est en fait quand une multinationale comme Uber enfreint la loi, viole la loi, parce que vous pouvez appeler ça autrement, mais ils ont été condamnés. Donc ça, on peut avoir de la complaisance par rapport à ça. On peut accepter ça. Non, moi je suis d'avis que quand on n'est pas d'accord avec une loi, quand on trouve qu'elle est obsolète et qu'il faut la réformer, comme par exemple l'ordonnance sur le transport rémunéré de personnes, on peut y travailler, on peut y réfléchir et on peut l'améliorer. Moi je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on a voté une ordonnance qu'on peut encore améliorer certainement dans les années qui viennent. Mais est-ce qu'entre-temps, on peut accepter et tolérer qu'un opérateur qui arrive, une multinationale, vient contourner les lois, vient, je vais vous répondre à vous. Donc je ne sais pas. J'ai lu dans la presse certaines accusations. J'ai lu que le Parti socialiste trouvait que Pascal Smet était trop proche effectivement du lobby des plateformes. C'est pas qu'Uber d'ailleurs, du lobby des plateformes. Et donc on a souhaité faire une commission spéciale. Et le but de cette commission spéciale, c'est justement, ça va commencer demain, de voir si effectivement il y a une proximité, quelle est la limite, ce qu'on peut accepter. Et par ailleurs, on a dit que les deux personnages clés depuis le début de cette réforme, c'est Rudy Verwoerd, socialiste, c'est Pascal Smet, socialiste flamand. Et dans les deux cas, on doit examiner si certaines proximités ont bloqué
ou avancer, ou donner des passe-droits, ou permis d'infiltrer, comme je l'ai lu, Bruxelles Mobilité. Il faudra aussi, évidemment, poser des questions et interroger Bruxelles Mobilité. Mais qui a la tutelle sur Bruxelles Mobilité aujourd'hui? C'est Rudy Verwoerd, qui était ministre-président sous la précédente législature. C'est Rudy Verwoerd. Donc, on va examiner tout cela, et c'est... qui était ministre-président sous la précédente législature. Messieurs, parce que j'ai une question pour Julien Charles. Mais avant ça, il y a un autre personnage qu'on n'a pas cité, c'est Brice Diliès, qui était à l'époque président de la commission mobilité. Est-ce que lui pourrait être entendu, cet ancien député bruxellois, toujours bourgmestre de Huc, il était présenté dans le journal Le Soir, hein, qui a fait beaucoup de révélations, comme le chouchou du beurre. Il pourrait venir, vous allez demander son audition au Parti Socialiste, on va être d'accord au MR? Question, oui, non? Vous allez demander son audition, oui ou non, Javali Casbon? Vous avez demandé l'audition de... Moi, au stade actuel, je veux d'abord, dans un premier temps, entendre des experts qui vont nous parler de ce que c'est que le lobby, parce que je pense que dans un premier temps, il faut savoir de quoi on parle. D'ailleurs, votre émission, c'est un très bon préambule, parce qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle du lobby. Dans un deuxième temps, je pense qu'il faut entendre le lobbyiste en chef du beurre qui a été... S'il ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? S'il ne vient pas. C'est qu'une commission spéciale, vous ne pouvez pas l'obliger. Écoutez, si on n'entend pas le lobbyiste Marc McGann, pour ne pas le nommer, et les journalistes, le consortium qui a travaillé, alors je ne sais pas à quoi va servir cette commission spéciale. Julien Charles, il y a un scoop, parce qu'ici on parle de Bruxelles, de l'aspect légal, mais quand on préparait cette émission, vous dites qu'il y a toute une série de jugements, et est-ce qu'ils vont tous dans le même sens de par le monde concernant l'ubérisation du marché que certains dénoncent, pas que ici d'ailleurs? Ils ne vont pas tous dans le même sens, mais il y a quand même beaucoup de situations dans lesquelles on a considéré que ces travailleurs étaient en fait des salariés et pas des indépendants, et donc que la pratique de la nature des relations contractuelles qui existaient entre ces personnes dont ils disaient qu'ils étaient simplement des prestataires de services et la plateforme, pour le dire clairement, entre des salariés et leur employeur, ce qui aurait dû être le cas. Donc il y a plein de situations dans lesquelles le juge, le tribunal du travail principalement, a requalifié ces situations-là en disant non, en fait, c'est un travail salarié. Et c'est pas rien de dire que c'est un travail salarié, et ça a plein de conséquences sur le fait de payer ou non des cotisations sociales, sur le fait d'être protégé ou non par le droit du travail, et sur toute une autre série d'enjeux sur lesquels on peut revenir, parce que c'est vraiment la question de quel est le mode de développement économique, quel est le mode finalement de société. Est-ce que quand on travaille via Uber, c'est ce qui est écrit quand on veut se connecter en tant que travailleur. Est-ce qu'on veut faire du chiffre d'affaires? C'est ça? C'est générer votre chiffre d'affaires en tant que chauffeur? Ou est-ce qu'on veut être salarié et avoir un revenu qui vous permet de vivre et de participer aussi à une solidarité collective et de financer aussi les services publics et de contribuer à une forme d'état social? Le salariat a certains défauts dont il importe de rendre compte, parce que c'est vrai qu'il y a une partie des travailleurs qui se tournent vers des plateformes considérant que ça leur permet d'être plus libre. Après, dans les faits, qu'est-ce que c'est la liberté quand il faut... Aux États-Unis, ce qu'on avait calculé, c'est qu'il fallait à peu près travailler 12 heures par jour pour arriver à quelque chose de l'ordre d'un revenu minimum. Sauf qu'ici, les rémunérations sont plus élevées en moyenne dans le secteur LVC que dans le secteur taxi, selon les études. Vous avez des retours positifs de chauffeurs Uber qui vous disent « moi je veux continuer, je veux que ce soit... » Non, mais plus que ça. Je vais me permettre juste, parce que tout à l'heure vous avez cité un nom, donc vous avez demandé si M. Diliès allait être invité. L'objectif, parce que revenons quand même sur l'objectif de la commission spéciale. L'objectif de la commission spéciale, c'est de voir et de faire des recommandations en lien entre les pratiques du secteur, donc taxi et LVC, historiquement, et le gouvernement. Si on estime qu'il faut aller un peu plus loin et auditionner des députés, Boris Diliès était député de l'opposition, je me suis permis de lui demander, il viendra évidemment s'il est invité, mais alors on doit auditionner tout le monde. Donc d'abord, je suis disponible, on doit pouvoir m'auditionner aussi, moi aussi. On a dit que j'avais certaines proximités, il suffit de défendre un modèle pour qu'on nous dise qu'on est proche de l'un, proche de l'autre. Je crois que M. Casban doit aussi être auditionné, d'autres doivent être auditionnés. Donc on est tout à fait favorable à la plus grande transparence, mais l'objet, en tout cas pour le moment, de la commission spéciale, c'est effectivement donc de voir en quoi ça a pu avoir une influence sur le gouvernement. Parce que soyons de bon compte, les décisions, vous le savez, ça se prend au gouvernement, dans la majorité, et après c'est voté et éventuellement amendé par le Parlement. C'est important parce que c'est vraiment le scope de notre commission spéciale. Ce sont ces recommandations. Elles ne sont pas écrites d'avance, Jean-Marie Casbon, les recommandations. Non, pas du tout. Non, mais le scope, on parle. La commission, elle est née à partir des révélations Uberfile. Donc le point de départ, c'est ça. Oui, mais comme c'est une il ne faut pas mettre sur le pied d'égalité. Non. Qu'on entende des gens du secteur, c'est normal. Ils sont les premières victimes de ce système. Ils ont hurlé dans le désert pendant des années, on ne les a pas écoutés. Donc le point de départ, c'est les Uberfiles. C'est les révélations des Uberfiles. Moi, M. Gaillard, je vais être très clair avec vous. Moi, dans le cadre de cette commission, je voudrais qu'on prenne de la hauteur. Parce qu'en fait,
le problème que nous avons rencontré aujourd'hui dans le transport rémunéré, je voudrais que ces recommandations servent dans tous les secteurs, dans tous les domaines que nous avons traités dans cette région. Parce qu'il n'est pas normal qu'un opérateur vienne contourner des règles et des lois. Maintenant, oui, bien sûr, mais ça c'est ce que... Parce que tout à l'heure... L'objectif... Je vais poser une question pour non pas vous mettre d'accord, mais au moins rééquilibrer. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné que Bruxelles Mobilité manque de moyens d'application? Parce qu'on a souvent entendu manque de contrôle. Est-ce que ça va être ça une des recommandations? Mais pire que ça, c'est une décision politique de ne pas lui donner les moyens. C'est la responsabilité de Rudy Vervoort de ne pas lui donner les moyens. On a fait une ordonnance à un moment donné, ils ont inventé certains éléments dont ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir le contrôler. Donc ils savent qu'il n'y a pas les moyens nécessaires au sein de Bruxelles Mobilité. C'est le groupe libéral qui n'arrête pas de le dire. Il faut renforcer Bruxelles Mobilité et en particulier effectivement ce secteur-là. Je pense que sur les auditions, il va falloir que vous vous mettiez d'accord. On n'est pas dans le débat de la commission. On est un tout petit peu en retard de temps de parole. Il y a un point qu'on avait abordé quand on préparait cette émission. Vous disiez, beaucoup de gens, notamment les chauffeurs, sous-estiment le rôle de l'algorithme dans le poids que ça aura sur leur travail. Est-ce que Bruxelles Mobilité peut avoir les moyens de contrôler ça, ou bien comme c'est un algorithme pensé à l'international, on sera forcément limité à Bruxelles? Ça peut paraître naïf, mais ça a une importance pour les chauffeurs Uber qui nous regardent aussi. Alors, le débat se porte pas seulement à Bruxelles, c'est discuté aujourd'hui à la Commission européenne, il y a des gros autour de est-ce qu'on va considérer que c'est du salariat ou non, et est-ce qu'on va discuter ou non de l'algorithme. Ça a l'air de rien, cette question de l'algorithme, mais en fait, c'est très semblable à la question de départ, de cette question d'opacité, du rapport un peu compliqué au droit. L'algorithme, c'est donc le code qui va déterminer si oui ou non vous avez une course, ce genre de choses, et donc c'est les règles qui vont s'appliquer à vous quand vous travaillez. Quand moi je suis salarié, les règles qui s'appliquent à moi, elles sont décrites dans un contrat de travail que j'ai signé. Alors, je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec chacun des points, mais au moins je sais quelles sont les règles qui s'appliquent. Elle n'est pas claire, l'algorithme. Et ici, l'algorithme, on n'y a pas accès parce qu'il est protégé par la propriété intellectuelle du code. Ce n'est pas du droit, c'est des 0 et des 1 qui sont alignés. Après, on peut savoir quelles sont les règles qui sont derrière, mais il n'y a pas de publicité autour de ça. Et effectivement, les gens sont licenciés simplement parce qu'ils sont déconnectés à un moment. Très brièvement, ça s'est vu particulièrement sur la conclusion parce que... En fait, je suis en décalage de chaque fois d'une question. On va demander tout à l'heure s'il y avait des acteurs qui étaient déçus, mais oui, il faut bien comprendre la situation. Aujourd'hui, il y a une pénurie dans le secteur historiquement taxi qui, depuis des années, ne trouve pas de personnes pour aller travailler. Et aujourd'hui, tout l'inverse, dans le secteur historiquement LVC, il y a encore des centaines de personnes qui ne peuvent pas travailler. Parce que pendant des mois, on a interdit à l'intégralité du secteur des indépendants LVC de pouvoir travailler. Et aujourd'hui, il y a encore des Bruxellois, avec historiquement d'autres licences, qui toquent à la porte et qui disent « Nous voulons rentrer dans le marché le plus vite possible ». Et depuis des mois, le gouvernement PS Écolo leur demande d'attendre alors qu'ils doivent payer leur assurance, alors qu'ils doivent payer des leasings. Et donc oui, ils veulent travailler. Oui, ils ont fait le libre choix, et vous l'avez dit, pour plus de flexibilité, pour leur raison de travailler avec ces plateformes. Messieurs, il nous reste 1 minute et je vais vous demander de conclure. Oui, je sais, mais on a eu le temps d'un débat versus 25 minutes, c'est déjà une chance. Vous avez le temps d'un jingle pour réfléchir à votre dernière intervention. Jamal Casbon, que doit absolument faire cette commission en 20 secondes? Dites-le nous, quel est le point d'attention pour le membre que vous serez? Faire la clarté sur tout ce qui s'est passé et éviter que dorénavant une multinationale comme Uber ou n'importe quelle autre vienne imposer ses règles dans notre société. David Weitzman, que doit absolument faire cette commission? Comme c'est indiqué noir sur blanc, voir effectivement s'il y a eu des pratiques d'influence auprès des 2 personnalités les plus importantes du gouvernement bruxellois. Julien Charles, vous allez la suivre, vous, comme sociologue, cette commission, comme observateur neutre, je veux dire, et qu'est-ce que vous en attendez? Ouais, mais j'attends justement qu'il y ait une discussion précisément pour savoir quelles sont les règles qu'on va se mettre quand on fait du lobbying ou quand on fait travailler des personnes. Pour moi, c'est la même question qui se pose des 2 côtés. En 3 secondes aux 2 futurs membres, vraiment, si vous n'avez pas tous les éléments de réponse, est-ce que la commission spéciale pourrait devenir commission d'enquête? Oui, non, Jean-Marie Casbon, David Weitzman? Tout est possible, mais encore une fois, on ne va pas entraver le travail de la justice. Même position OMR? Oui, tout à fait. Depuis le début, le PS avait demandé une commission d'enquête au début. On leur a expliqué pourquoi ce n'était pas une bonne idée, précisément pour ça. Non. Okay. On en reparlera, on la suivra. Et je vous proposerai peut-être même de revenir quand elle aura fini ses travaux. On verra si d'ici là vous êtes d'accord. Merci d'avoir suivi Versus cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème avec de nouveau beaucoup de questions.